Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic sombre dans l'Atlantique Nord après avoir heurté un iceberg. C'est le naufrage le plus grave de l'histoire maritime. La presse s'empare de l'affaire. Comment le plus beau navire de tous les temps a-t-il pu couler, causant la mort de 1523 personnes? En dépit des efforts déployés au cours des années pour savoir la vérité, les causes du drame sont restées obscures et on a fini par accepter que le Titanic ait emporté ses secrets avec lui par 4000 mètres de fond. Et puis l'an dernier, une expédition s'est montée, disposant enfin de tous les moyens nécessaires pour ausculter l'épave et lui faire dire la vérité. Une expédition bien décidée à mener une véritable enquête policière, recherche de nouveaux indices, vérification des témoignages des survivants et surtout reconstitution à chaque étape de la recherche des circonstances du drame grâce aux écrans d'ordinateur. La situation était simple. D'un côté, toutes les ressources de la science et de la technologie. De l'autre, le naufrage d'un navire réputé insubmersible. L'océan Atlantique, à près de 700 km de la côte nord des États-Unis. Le Nadir, un navire laboratoire battant pavillon français, se dirige vers un point que le naufrage du Titanic a rendu célèbre. Le Nadir a rendez-vous avec un autre bâtiment français, l'Ocean Voyager. L'Ocean Voyager transporte à son bord l'équipe chargée de l'enquête, composée de spécialistes de chacune des filières de recherche retenues. Le domaine de Paul Mathias, c'est l'imagerie sous-marine. Sa responsabilité, découvrir et faire le relevé des blessures infligées par l'iceberg à la coque du Titanic. Bill Garske est architecte naval. Une des causes du désastre doit être cherchée, pense-t-il, dans la nature de l'acier employé dans la construction du navire. David Livingstone est également architecte et de plus, au chantier naval qui a construit le Titanic. Il veut comprendre pourquoi le navire a coulé aussi rapidement et s'est cassé en deux. Roy Cullimore est biologiste. Il s'intéresse aux colonies de micro-organismes qui ont entrepris de dévorer l'épave. Enfin, deux historiens, Charles Haas et Jack Eaton, participeront également à l'enquête. Leur rôle sera de reconstituer le contexte historique dans lequel le naufrage s'est inscrit. Le commandant du Nadir positionne son bateau juste au-dessus du site. Une bouée y sera mouillée, marquant l'endroit précis où s'est produit le drame il y a 85 ans. Parti de Southampton pour New York le 10 avril 1912, le Titanic effectue son voyage inaugural. Le début de la traversée est sans histoire. Quand soudain, dans la nuit du 14, il heurte un iceberg. Le choc est rude, mais nullement de nature à justifier que le navire ait sombré aussi rapidement.
Aujourd'hui, l'épave repose par près de 4000 mètres de fond, coupée en deux parties, distantes l'une de l'autre de près d'1 kilomètre. Que s'est-il passé exactement cette nuit-là? Quelle succession de drames peut expliquer ce naufrage? Telle est l'énigme que nos enquêteurs vont avoir à résoudre. Mais avant de commencer l'enquête, l'expédition a décidé de remonter à la surface un vaste panneau métallique qui s'est séparé de la coque au moment du naufrage. The mission today, the mission of the morning, is to go to the piece, and the piece, a big piece of metal is here, this piece. Pour plonger à une aussi vertigineuse profondeur, l'expédition dispose d'un submersible d'avant-garde, le Nautile. Le Nautile ne se contente pas de pouvoir plonger à 4000 mètres et plus, il est aussi capable d'y travailler grâce à des bras mécaniques commandés à distance. Le Nautile a des bras, des mains et aussi des yeux, sous la forme d'une caméra entièrement automatisée, et capable de résister elle aussi aux énormes pressions de ses profondeurs. Ce robot espion qui pourra se promener sur le site du naufrage, l'équipe l'a appelé Robin. La sphère en titanium du Nautile est aménagée pour permettre à un équipage de 3 hommes de vivre à grande profondeur pendant 72 heures. Curieusement, le Nautile associe une technologie de l'âge de l'espace à des techniques héritées de l'âge de pierre, comme l'utilisation de ces billes de plomb pour descendre au fond, près de 450 kg de lest au total. Le chef de l'expédition, c'est lui, George Tulloch. À la suite d'une longue procédure judiciaire, il a obtenu la propriété de l'épave et il s'est fixé pour tâche de préserver ce monument menacé de disparition. En remontant à la surface un morceau de coque, il a le sentiment de sauver des eaux un peu de la mémoire du Titanic. We need somebody to protect this maritime heritage, and we need someone to care about the archaeology. It's a piece of our history, and it's just special in every direction. Pour coordonner l'expédition, Tulloch a choisi le premier homme à être descendu sur l'épave, l'ancien officier de marine Paul-Henri Nargeolet, et qui va y retourner aujourd'hui avec le Nautile pour calculer précisément la dimension de la pièce à retirer du fond. Avant toute opération de levage, il est indispensable de connaître la taille et le poids de l'objet à soulever. I'm a diver, and for the divers to dive on the Titanic is like a dream. And since I'm very young, I know the story of the Titanic. Nargeolet raconte joliment que ces plongées sont une façon pour lui de poursuivre ses rêves d'enfant, ce qui ne doit pas faire sous-estimer les dangers encourus. À 4000 mètres de profondeur, la pression est considérable, 400 kg au centimètre carré. Et la seule protection des plongeurs est cette coque de 10 cm à peine d'épaisseur. À peine mis à l'eau, le Nautile est débarrassé des filins qui le retiennent au navire. Le voilà autonome. La plongée peut commencer. Dans la salle de contrôle, l'ordinateur permettra de suivre la progression du Nautile en temps réel. Mais si un accident survient, il y aura bien peu de choses que l'on pourra faire de là-haut pour secourir les plongeurs. La descente sera longue, 2 heures avant d'atteindre le fond.
Yes, of course, there is a lot of potential danger because this kind of sub, there is only one, and it's a prototype. And you know that for a car or for anything, a prototype is not very easy to work very well. Normalement, il règne à ces profondeurs une obscurité totale. Et les biologistes se demandent encore aujourd'hui comment, dans ce monde sans lumière, la vie a pu se développer. Le puissant projecteur du Nautile éclaire un paysage insolite que la silhouette fantomatique de l'épave rend encore plus irréelle. Lorsque le navire a sombré, l'avant s'est profondément enfoncé dans la vase. Témoin cette encre qui affleure à peine alors qu'elle devrait se trouver à plus de 20 mètres du sol. Tout autour de l'épave, le sol est jonché d'objets projetés hors du navire au moment du naufrage. C'est dans ce no man's land, pas très loin de la plateforme arrière du Titanic, que gît la pièce convoitée. L'équipage du Nautile se met aussitôt au travail pour en prendre les mesures, longueur, largeur, épaisseur. À bord d'Ocean Voyager, David Livingstone attend ces données pour calculer le poids exact de la pièce. Le calcul est complexe. Il faut tenir compte de nombreux paramètres, dimension des hublots, portion de coque renforcée. La première évaluation de l'architecte aboutissait à un poids de 8 tonnes. Et puis en consultant les plans d'origine du navire, il s'est aperçu qu'il avait oublié de tenir compte de certaines sections d'acier appelées duplicateurs. Il a repris tous ses calculs et finalement, il estime le poids de la pièce à remonter à 15 tonnes. Les informations nécessaires sont réunies, l'opération de levage peut commencer. Le procédé qui a été retenu peut paraître primitif, mais il est ingénieux. La pièce métallique sera attachée par des filins à des gros sacs, des sortes de ballons ascensionnels. En remontant vers la surface, ces ballons tireront avec eux la lourde pièce. Voici un de ces ballons, une simple enveloppe de plastique, qui sera remplie d'un liquide plus léger que l'eau, en l'occurrence 20 000 litres de gazole. Mais encore faut-il que les ballons commencent par descendre au fond. Cela nécessitera pour chacun 25 tonnes de chaîne. On accroche à la chaîne un cylindre métallique appelé transpondeur. C'est lui qui recevra le message acoustique lui ordonnant d'ouvrir cette grosse manille rouge, lâchant ainsi les chaînes et libérant le ballon. Non, j'ai entendu émettre. Une fois les ballons remplis de gazole, l'opération peut commencer. Le Nautile est déjà en place sur le fond. Narjolet et son équipe surveillent l'arrivée des filins qui se produit heureusement dans la zone fixée.
lumière et 350 l'année. Le champ de vision est très limité et la manœuvre délicate. Il faut accrocher chaque filin aux emplacements choisis. Ça n'a l'air de rien, mais plusieurs jours seront nécessaires pour arriver à bout de ce travail. Entre-temps, une autre expérience spectaculaire a été décidée par les organisateurs de l'expédition. Tester sur le site du Titanic un tout nouvel équipement d'éclairage sous-marin. Ces caissons sont des tours de lumière, ou si l'on veut, des lampadaires comme les appelle Nargeolet. Ils ont été conçus par deux directeurs de la photo, Christian Pétron et Alex Lindsay. Jamais encore on n'aura projeté sur le Titanic une lumière aussi vive. Tout le monde s'en réjouit, les enquêteurs comme les cinéastes qui filmeront l'épave. La première chose à faire est de tester ce matériel sous l'eau. Pour cela, l'INSEE embarque sur un autre submersible, lui aussi un prototype capable de plonger à plus de 1000 mètres. Équipé d'un dôme en plastique, cet engin conçu pour le tournage de films offre un champ de vision de 180 degrés. Il en existe 2 exemplaires, baptisés Jules et Jim. This is a fantastic submarine. Oh my God. Voici la tour de lumière, objet du test. Elle a été mise à l'eau peu avant que Jules ne plonge. Ces lampadaires pèsent plus de 3 tonnes. Pour contrôler leur descente, ce sont les mêmes sacs de levage qui sont utilisés. Après avoir vérifié comment le caisson a supporté son plongeon dans l'océan, l'INSEE fait déclencher le signal acoustique qui allume les projecteurs. Les lampes vont progressivement monter en puissance, c'est le moment le plus délicat et qu'il faut surveiller de près. I can't see any leaks of oil. That system seems to have worked out okay. L'expérience est donc satisfaisante, mais le véritable test, ce sera quand les tours seront mises en place à 4000 mètres de profondeur. En attendant, l'INSEE est venu expliquer à l'équipe comment il souhaite disposer ses projecteurs pour éclairer l'épave dans sa totalité. Les tours seront disposées face au flanc du Titanic et sur toute la longueur de la coque. So what you're effectively seeing is the shape of the ship rather than detail. I think that's the way to get the biggest area. That would give the maximum visible area of the bow. Le Nautile va emmener les 2 cinéastes sur l'épave. Le moment de vérité est arrivé. À 4000 mètres de profondeur, les conditions auxquelles tout ce matériel sera soumis sont terribles. Il y a d'abord la vase en suspension dans l'eau et qui s'interpose comme un voile devant les lampes. En outre, la pression exercée sur les lampes, 400 kg au centimètre carré, est énorme. Enfin, la température très basse peut affecter la durée de vie des batteries. Parvenu sur le site, Pétron prépare sa prise de vue, en commençant par repérer où se trouvent les tours de lumière.
je ne vois pas. Tu as baissé les projets au maxi, là? Ouais, attends, je les remets. La phase suivante sera de les positionner à la hauteur souhaitée. Pour faire remonter les caissons, on lâche quelques sacs de lest et on en rajoute pour les faire descendre. Comme d'habitude, ces manœuvres sont suivies, surveillées depuis la chambre de commande du Nadir. Voilà, les tours de lumière sont en place, Pétron peut déclencher le signal acoustique qui allume les lampes. When I saw the shots of the engines, I realized that we had a bigger chunk of Titanic with those two lights streaking down. It looked, you know, something out of, you know, an Aliens movie or something like that. And it's just tremendously exciting. Here is the real stuff. Les essais d'éclairage ont été parfaitement satisfaisants. Il est temps de s'intéresser à nouveau à ce morceau de coque que Georges Tulloch est bien décidé à sortir de l'eau. Dans le poste de contrôle, on observe les évolutions du Nautile dans lequel Nargeolet a pris place. Les ballons de levage sont maintenant tous attachés à la pièce à remonter. Dernière précaution, Robin, la caméra robot, est envoyée pour une ultime inspection des lieux. Les images que l'équipage a sous les yeux sont alarmantes. It seems that the large piece didn't move, but was bent like that. It was at the beginning straight like that, and now it's bent like that with the lift backs pulling on the, which is a news which is not very good, which is means that if we are putting extra lift on this part, maybe the piece either will lift from one side, either will broke in the middle. La décision est prise de vérifier les points d'accrochage de tous les câbles. Quelques instants plus tard, nouvelle catastrophe. Nargeolet s'aperçoit que le plus gros des ballons s'est décroché. 20 000 litres de gazole dérivent en plein Atlantique. Il faut tout faire pour récupérer ce ballon. Malheureusement, l'équipage n'a d'autre moyen à sa disposition que de scruter la surface à la jumelle. Mais l'océan est vaste, le ballon ne sera jamais retrouvé. Et la poisse ne va pas s'arrêter là. Alors que les tours de lumière ont été remontés pour permettre de recharger leur batterie, les filins de l'une des tours rompent et celle-ci coule sans recours, allant se perdre par 4000 mètres de fond. Pour ces hommes pourtant habitués aux infortunes de la mer, cette série noire est bien lourde. L'équipage n'aura pas le loisir de se lamenter longtemps. Dès le lendemain, elle voit arriver sur le site du naufrage 2 paquebots américains. Ils transportent quelques centaines de touristes venus à une sorte de pèlerinage, assister à un moment historique, la remontée à la surface d'un morceau du Titanic. Parmi eux, des rescapés du naufrage, comme Edith Eisman et Michel Navretel. Le public est là, le spectacle peut commencer.
La flotte s'est enrichie d'un gros remorqueur, le Jim Killybuck. Affrété à Terre-Neuve, il sera chargé, grâce à la puissance de son treuil, de hisser la pièce hors de l'eau. Sur ce, l'équipe apprend enfin une bonne nouvelle. Le Nautil a retrouvé la tour de lumière perdue à quelques centaines de mètres de l'épave. Curieusement, elle n'a pas trop souffert et pourra être récupérée ultérieurement. Nargeolet approche maintenant de la plaque à soulever. Il faut mettre en place de nouveaux sacs de levage pour remplacer celui qui a disparu. Voilà, c'est fait. Nargeolet va maintenant reculer à une distance sûre avant de lancer le signal acoustique déclenchant les transpondeurs et libérant les chaînes. Quand le voile de poussière finit par s'éclaircir, la pièce est debout, arrachée à la vase. La première partie de l'opération est un succès. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nargeolet et son équipe peuvent revenir à bord. Le lendemain, tout est en place pour la phase finale. Dans la salle de commande, Tulloch attend anxieux. Les ballons commencent à remonter la pièce, l'instant critique est arrivé. There's something now. Right now, 11 o'clock off of I'm about to go down below and get one. Over. Coming back on 30 seconds. Le Jim Killybuck, chargé de récupérer la pièce, prend position. Enfin, les ballons parviennent à la surface. Mais la joie est de courte durée. La pièce s'est retrouvée stoppée loin de la surface. À une soixantaine de mètres, elle est hors de portée des plongeurs. Et une nouvelle menace s'annonce. L'ouragan Edward, venu des Caraïbes, se dirige vers l'Atlantique Nord. La mer commence à se former, bousculant les ballons en surface. Une course contre la montre est engagée pour arracher cette pièce à l'océan. Et soudain, c'est le drame. Les filins cèdent les uns après les autres. Pour Tulloch et Nargeolet, c'est la fin d'un rêve. Le mauvais temps qui s'aggrave va forcer les deux paquebots à quitter les lieux. Le commandant du Killybuck propose une solution de fortune à Tulloch et Nargeolet, renoncer à remonter la pièce et essayer de la remorquer sous l'eau, à proximité de la côte. Ainsi, même si elle se décroche, elle s'échouera à beaucoup plus faible profondeur, une centaine de mètres, et sera plus facile à récupérer plus tard. Nargeolet estime que c'est jouable. La décision est prise de la traîner vers les eaux canadiennes. Malheureusement, cette destination ne sera jamais atteinte. Le coup est dur sans doute, mais le but principal de cette expédition n'a jamais été de récupérer un morceau de coque. L'équipe va pouvoir commencer son enquête. Comprendre comment a pu sombrer ce magnifique navire, fierté des chantiers navals de Belfast, à l'époque où sa coque majestueuse dominait les toits de la ville. Ses dimensions étaient impressionnantes.
près de 60 mètres de haut, 300 mètres de long. Le plus grand navire jamais construit et d'une conception technique à ce point en avance qu'on le considérait comme insubmersible. Et c'est une telle merveille qui a coulé en moins de 3 heures après avoir simplement heurté un iceberg. The Titanic is a subject of a great many myths and a great many bits of misinformation. That's why I think this expedition is so significant, because science is giving us the tool to eliminate some of this misinformation and tell what really did happen that night. Le matériel de Paul Mathias est embarqué à bord du Nautile. La technique d'imagerie sous-marine devrait lui permettre de visualiser les blessures exactes infligées à la coque par la collision avec l'iceberg. Au lendemain du naufrage, on a voulu se convaincre que la brèche ouverte dans la coque était énorme. Mais aucune vérification matérielle n'a pu le prouver jusqu'ici. Exactly what damage occurred to the hull is not known with certainty. The reason is a major part of the front of the bow of the boat is under the mud. And it's been a mystery for 80 years. Today we're going to try to solve that by looking beneath the mud, using a seismic profiler, much like a physician might use an ultrasound. Dans la salle de contrôle du Nadir, la procédure habituelle a été mise en place pour surveiller la descente du Nautile. Le fond va être bientôt atteint. À l'extérieur, l'obscurité est bien entendu totale et seul le projecteur du Nautile permet de percer la nuit noire. Une silhouette à la fois inquiétante et majestueuse sort peu à peu de l'ombre. Le Nautile a pris position près du flanc que Mathias veut étudier. Grâce au bras commandé à distance, il va être possible de positionner la tête du sonar sur les différents emplacements souhaités. Avec son sonar, Mathias commence par balayer les portions de coques apparentes. Il disposera ainsi de points de comparaison pour interpréter ce qu'il trouvera sous la vase. Ces parties visibles de l'épave ont été précédemment filmées en vidéo par Robin. Et ce sont ces images que Mathias compare aux relevés effectués par son appareil. Le système fonctionne bien. Et l'équipage va pouvoir se consacrer à l'objet de sa recherche. L'auscultation de la coque demandera 3 heures. Mais revenons au Titanic. Les 3 premiers jours de traversée ont été tranquilles. Alors que le navire taille sa route dans le nord de l'Atlantique, le commandant L.G. Smith reçoit plusieurs messages radio provenant d'autres navires, le mettant en garde contre la présence dans les parages de glace flottante. Par prudence, il décide de descendre plus au sud, tout en maintenant sa vitesse. Je n'imagine pas de situation qui pourrait mettre mon navire en péril. Les bâtiments modernes sont construits de façon à faire face à tout. Commandant Smith. Cette belle confiance va bientôt s'effondrer. À 11h40 le dimanche soir, les vigies aperçoivent la silhouette d'un iceberg dans la brume. Elle sonne l'alarme à 3 reprises pour alerter la passerelle et le commandant ordonne d'obliquer sur bâbord. Trop tard.
Aussitôt après la collision, le commandant envoie l'un des architectes du navire qui fait la traversée, Thomas Andrew, inspecter les dommages. Celui-ci se dirige immédiatement vers les compartiments avant. Ce qu'il a devant les yeux est catastrophique. L'eau pénètre violemment par les bordages perforés par l'iceberg sur une longueur impressionnante. Le navire a été construit pour pouvoir résister à une inondation importante, mais là ce sont près de 6 compartiments étanches qui sont en voie d'être submergés. Le rapport d'Andrew au commandant est à la fois succinct et brutal. Le navire n'en a pas pour plus d'1h30, 2 heures au maximum. Au lendemain du naufrage, une enquête judiciaire tentera d'élucider le mystère. Pourquoi le Titanic a-t-il été incapable de résister à cette collision? The one person who could have told them the most about the ship and what had happened that night, Thomas Andrews, was lost. Et les témoignages des survivants sont un tissu de contradictions et d'approximations. That's one of the difficulties in trying to determine what happened, is because as you look at each survivor's testimony, you'll find that each one has a different reaction to what happened. Parmi les experts entendus par la commission, il y avait toutefois une déposition intéressante, celle d'Edward Wilding. Lui savait de quoi il parlait. Il était l'un des architectes du navire. Il souligna le fait que l'eau avait envahi de façon inégale les 6 compartiments avant, et il en concluait que ceux-ci avaient subi des avaries différentes. La théorie de Wilding suggérait également que les parties de la coque endommagées pouvaient n'avoir été affectées que sur une très petite superficie. Pas question de prêter attention à cette hypothèse qui fut balayée par la presse. Seule une énorme brèche ouvrant tout son flanc pouvait avoir eu raison du Titanic. The very well accepted London Graphic had a drawing of the hull showing 15 feet above the keel a big open wound. Cette légende a eu la vie dure, elle s'est perpétuée plus de 80 ans. Il fait déjà nuit noire au moment où le Nautil remonte à la surface. La mission de Mathias et de son équipe a duré près de 9 heures. Les images qu'ils ramènent vont-elles enfin permettre d'éclaircir définitivement cette obsédante énigme? Aussitôt à bord, Mathias s'est précipité vers son écran de contrôle pour étudier les images livrées par son scanner. Sur l'écran, de nombreuses entailles apparaissent, chaque fois de dimension modeste. Il faudra plusieurs heures à Mathias et à Steve Zurenko, son assistant, pour analyser la situation compartiment par compartiment. Les images obtenues vont toutes dans le même sens. Il n'y a jamais eu d'ouverture béante dans la coque du Titanic. La théorie d'Edward Wilding était la bonne. La catastrophe a bien pour origine une série de perforations presque dérisoires. Selon Mathias, certaines des entailles qu'il a sous les yeux ont à peine la largeur d'un doigt. 2553 be right here, and one right next to it here. By being able to use our sonar, look through the mud, we've got some indication of a small hole here near the peak, 2 more small holes about 5 to 10 feet, fairly small here, and cargo hold number 1
And we got a larger hole here that extends back. It's on the order of 15 feet or so. And then we're seeing another 32-foot, approximately 32-foot separation that extends back here into cargo hold number 3. And then finally, the biggest hole is back in boiler room number 6. Separation runs all the way across, apparently back across this transverse bulkhead. Revivons avec les yeux de Mathias le moment de la collision. Heurtée par l'iceberg, la coque du Titanic s'est piquetée de perforations. C'est par ces trous d'épingle que l'eau a pénétré pour submerger le navire. Mathias en a désormais la preuve. Il n'y a aucune trace d'une large brèche ayant déchiré toute la partie avant de la coque. Mais comment expliquer que le Titanic n'ait pu résister à des blessures tout compte fait légères? La réponse se trouve peut-être dans ce bureau de Belfast. John Bedford et Chris Hackett sont tous deux architectes navals. Quand ils ont commencé à s'intéresser à l'affaire Titanic, ils ont été effarés par le caractère fantaisiste des informations avancées par la presse de l'époque. Ils ont décidé de se baser sur les hypothèses émises par Wilding pour établir un modèle informatique reconstituant la catastrophe étape par étape. Leur scénario débute à 23h40 la nuit du naufrage. Tout de suite après la collision, un véritable flot commence à inonder le navire. D'après leurs calculs, près de 7 tonnes à la seconde se déversent dans les différents compartiments. Lorsque 6 compartiments du navire sont submergés simultanément, il n'y a plus de dispositif de sécurité efficace. L'enquête judiciaire a révélé que 10 minutes à peine après la collision, l'eau avait déjà atteint une salle où était entreposé le courrier, soit une hauteur de 7 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. Inconscients du danger, 5 marins se précipitent pour sauver les sacs postaux. Rattrapés par le flot, ils périront noyés. Dix minutes de plus sont passées, il est minuit. D'après les témoignages des survivants, essayer de marcher sur le pont promenade était comme de descendre une côte escarpée. À ce moment-là, d'après les estimations de Bedford et Hackett, le navire a déjà embarqué près de 8000 tonnes d'eau. Minuit 20, 40 minutes seulement après la collision. L'étrave du navire n'est plus qu'à 3 mètres au-dessus de l'eau. On met à la mer les 2 premières embarcations de sauvetage. Elles ne seront pas remplies. Les passagers ne parviennent toujours pas à comprendre que le bateau sombre. Minuit 40. La collision a eu lieu il y a 1 heure et les compartiments endommagés sont tous totalement inondés. Bedford et Hackett estiment à 25 000 tonnes la quantité d'eau qui a envahi le navire. Le temps presse et le commandant Smith donne l'ordre d'envoyer les fusées de détresse. La radio du bord multiplie les SOS réclamant de l'aide. En vain. 1h40, exactement 2 heures après le choc. Les hommes d'équipage qui courageusement ont tenté de descendre et mettre en marche les batteries de secours luttent pour leur vie. La gîte du paquebot est de plus en plus importante. Tout l'avant est maintenant sous l'eau, alors que la poupe se dresse haut dans le ciel. Il a fallu à peine 2 heures pour que le Titanic soit perdu. Dernière étape du scénario de Bedford, l'inondation du compartiment numéro 4, celui des chaudières. Il est 2h20, tout est fini. Au moment où le Titanic s'est enfoncé dans les flots, il y avait encore près de 1500 personnes à bord. At the time, she was the biggest. She was the best. She could beat nature. She could go through an ice floe. She could hit an iceberg. She was unsinkable. She was fast. She was big. But she was a pimple on the ocean.
nature could yawn and knock her aside and did. On peut voir dans le désastre du Titanic une conséquence de l'optimisme qui régnait en ce temps-là. On croyait alors que le progrès technique avait réponse à tout et pouvait triompher des lois naturelles. Grâce à cette inimaginable catastrophe, les conceptions de la sécurité à bord des navires ont profondément changé et pour toujours. On sait aujourd'hui que les bâtiments insubmersibles, ça n'existe pas. L'ambition des constructeurs est de réaliser des navires capables, en cas de naufrage, de rester à flot assez longtemps pour permettre à leurs passagers de quitter le bord en toute sécurité. De plus, on multiplie les exercices d'alerte pour apprendre aux passagers la démarche à suivre lorsque le bateau doit être abandonné. Et aujourd'hui, chacun est sûr de trouver place dans une embarcation de secours, alors que sur le Titanic, il y avait 20 canots de sauvetage seulement pour 2200 personnes. En outre, des combinaisons de survie comme celle-ci sont fournies à tous les passagers. Elles sont conçues pour protéger les naufragés contre le froid de l'océan. C'est là encore un des enseignements du naufrage du Titanic. On s'est aperçu en effet que la plupart des décès par noyade étaient essentiellement dus à une immersion prolongée dans l'eau glacée. Nos enquêteurs ont désormais établi de façon certaine comment et en combien de temps le Titanic a coulé. Mais il reste bien des zones d'ombre à éclaircir. Le fait de pouvoir, grâce au Nautil, approcher et scruter presque à la loupe cette épave ouvre aux chercheurs le monde encore si mal connu des grandes profondeurs. Pour le biologiste Roy Cullimore, c'est un univers fascinant. Grouillant d'une vie microbienne que nous connaissons encore très mal, puisqu'à peine 5%, dit-il, des micro-organismes vivants sur notre planète ont été identifiés. We tend to think of the Earth as a surface. We live on the surface or close to the surface, and the birds fly overhead, the trees grow in the soil, the water laps at the beaches, and we don't realize that there are many biological universes on this planet. Cullimore est convaincu que l'épave du Titanic abrite une immense communauté de micro-organismes qui ont entrepris de la dévorer. Son but est de mettre au point les techniques qui permettront de capturer ces espèces inconnues et de les répertorier. Pour cela, il invente et fabrique des pièges à bactéries qui seront déposés sur l'épave. La pâte, c'est ce morceau de film de 35 mm. Les bactéries sont très friandes de la gélatine qui compose la pellicule cinématographique. Au fond du tube, Cullimore pose un morceau de fer qui devrait attirer les bactéries ferrophages. And what they're going to do is they're going to mine the film. They're going to try and take the film, the gelatin off, and so they're going to tunnel, they're going to etch it away, and then we're going to hopefully see some beautiful patterns. Because science isn't just science, it's also art. Cullimore espère ainsi parvenir à collecter les bactéries qui détruisent peu à peu la coque du Titanic, édifiant ces délicates structures qu'il appelle des rusticles, des stalactites de rouille. The ship is starting to disintegrate. And is that disintegration because the rusticles are sucking more and more iron out of the steel, and now the ship cannot support itself, so gradually she's going to go in. L'ambition de Cullimore est de parvenir à calculer quel volume exact du navire a déjà été détruit et transformé en rouille par ces gourmandes colonies de bactéries. What's frustrating me is how fast are they growing? How fast are they extracting the iron from the plates of the Titanic? Pendant que Cullimore poursuit ses travaux,
David Livingstone et Bill Garske cherchent à résoudre une autre énigme qui n'a jusqu'ici pas trouvé de solution. Comment le navire a-t-il pu se briser aussi brutalement en deux alors que la mer était parfaitement plate? When the revelation came that the ship was broken in two, it was absolutely astounding to us because of the weight, the credence that we had given the historical reports, and in particular the two investigations that had found that the ship had sank largely intact. Si l'on en croit les témoignages des officiers de bord survivants, le Titanic était intact au moment où il sombrait. Par contre, d'autres témoins l'avaient vu se briser en deux avant de couler. Et là où les choses se compliquent encore, c'est que parmi ces derniers témoignages, les versions sont différentes et presque contradictoires. Ainsi, Jacques Tailleur, l'un des survivants, avait crayonné un dessin publié par le Bulletin de Philadelphie, établissant très nettement que le navire s'était brisé à la surface. Par contre, d'autres témoignages affirmaient que la cassure s'était produite alors qu'il coulait déjà. Alors, avant de couler ou déjà sous l'eau? Livingstone décide d'aller lui-même chercher la réponse sur l'épave. Whether we will ever know precisely what happened, I doubt that. I think we can make a guess at what might have happened and in the order in which it might happen. Aussitôt que le Nautil a entamé sa plongée, les caissons d'éclairage sont mis à l'eau. La lumière fournie par chaque projecteur développe une puissance égale à celle de 35 000 ampoules d'appartements. Cette nouvelle mission du Nautil sera double. Avant l'inspection de Livingstone, l'équipage devra déposer sur la coque les pièges à bactéries de Cullimore. Puis le Nautil effectue le trajet qui sépare la partie avant de l'épave de la poupe. Il faut maintenant, grâce au bras aimanté du Nautil, placer et orienter les caissons d'éclairage. Comme au théâtre, le rideau se lève dévoilant la salle des machines, avec en premier plan la lourde structure d'une chaudière. Des ponts arrière, il ne reste rien d'autre que des décombres. L'œil exercé de Livingstone parvient à déchiffrer dans cette pénombre laiteuse que percent les projecteurs les indices qu'il recherche. La cassure s'est bien produite entre deux des chaudières. The port engine, the fact that one of the cylinders is broken off indicates some of the very immense forces that were acting on the hull at that time. The engine itself is a massive structure. Both engines together weighed some 2,600 tons. Mais Livingstone n'a toujours pas la réponse qu'il cherchait. S'il sait à quel endroit s'est produite la cassure, il ignore quand cela s'est produit et pourquoi. Revenons au moment du naufrage. Voici comment le commandant en second Charles Lightoller a décrit ces derniers instants. L'inclinaison du navire s'est accentuée, faiblement mais sans recours. Ceux qui n'avaient pas été immédiatement engloutis ont essayé instinctivement de se hisser vers la poupe qui se dressait hors de l'eau. Je savais trop combien toute tentative de cet ordre était vaine. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Toucher l'eau
fut comme d'être percé par tout le corps par des centaines de poignards. Pour les naufragés qui ont trouvé place dans les canaux ou qui se débattent dans l'eau glacée, les ultimes instants du Titanic sont un spectacle hallucinant. Lightoller en a rendu compte dans sa déposition. L'avant du navire s'est enfoncé de plus en plus rapidement. Et du même coup, la plage arrière s'est dressée de plus en plus haut vers le ciel. La pression considérable qui s'est alors exercée sur la coque a provoqué une rupture au niveau de la cheminée numéro 1. La cheminée s'est effondrée dans l'eau, m'écrasant presque. Ce témoignage dramatique recueilli par la commission d'enquête est sûrement digne de foi. Mais la description faite par Lightoller des derniers moments du Titanic ne suffit pas à expliquer l'état de l'épave tel que Livingstone a pu l'observer. Lorsque le Nautilus revient à la surface, la perplexité de l'architecte reste entière. There doesn't appear to be a pattern. One panel of steel is bent one way. Its neighbouring panel is bent another way. And no one simple explanation can explain just all the forces that were happening to the ship. Pour tenter de résoudre ce problème, Livingstone décide de s'adresser à un laboratoire de recherche aux États-Unis. Là, grâce à l'ordinateur, on peut reconstruire, élément par élément, la structure virtuelle du navire. Ce modèle informatique est basé à la fois sur les informations recueillies par l'expédition et sur les plans d'origine du chantier. Il va permettre pour la première fois à des chercheurs de calculer et de visualiser avec précision l'amplitude des forces qui se sont exercées sur la coque avant qu'elle ne se brise. Les pressions subies sont graduées selon un spectre coloré allant du bleu au rouge foncé pour les plus fortes. L'équipe commence par placer le Titanic dans des conditions de navigation normales par mer calme. Aussitôt après la collision, le navire commence à se remplir d'eau. On peut noter sur la maquette que les pressions exercées dans la partie médiane s'amplifient violemment. So basically our ship is bending. Forward end of the ship is flooded. The top part of the ship is pulling apart in tension. The bottom or the keel of the ship is compressing, and the steel plates in the keel are actually buckling. Au moment où l'avant s'enfonce, l'arrière tout entier se dresse. C'est comme si un immeuble de 25 étages vacillait au-dessus de l'eau. La pression qui s'exerce alors sur la coque est énorme, plus du double de ce que le Titanic était en mesure de supporter selon le plan de ses constructeurs. En définitive, la reconstitution du drame, grâce à ces images virtuelles, conforte les témoignages des survivants. Le Titanic s'est bien brisé avant de sombrer. J'ai entendu des détonations, des grondements violents et répétés. J'ai pensé que les ponts explosaient, volant en éclats sous la pression qui poussait le navire vers le fond. Arthur Pencher. On pouvait apercevoir très distinctement une hélice. On voyait aussi une partie de la quille, et même en dessous de la quille. Joseph Scarrott.
Les lumières se sont éteintes au moment où le navire s'est brisé en deux. Frédéric Crowe. Tout d'un coup, ce fut le silence, qui a paru durer des heures, puis des appels au secours qui semblaient ne jamais devoir s'arrêter. Emily Ryerson. L'équipe est de plus en plus passionnée par son enquête et les chercheurs ont décidé de se pencher sur d'autres indices. Même après avoir passé près de 100 ans dans l'eau, ce morceau d'acier a beaucoup de choses à révéler. On dispose de nombreux témoignages de naufragés faisant état de craquements métalliques, des sortes de détonations terrifiantes, faisant penser à des coups de feu. Peut-on imaginer que les bruits inquiétants entendus cette nuit-là aient été produits par les plaques d'acier de la coque se brisant comme du verre? La piste vaut d'être suivie et l'équipe décide d'envoyer la pièce à conviction à un laboratoire des États-Unis où elle pourra être auscultée et analysée. Le morceau de métal a donc été acheminé jusqu'à l'université du Missouri pour y être confié au département de métallurgie dirigé par le professeur Liley. Il s'agit de découvrir si l'acier du Titanic était plus fragile, plus cassant que la normale, et pour quelle raison. Un morceau d'acier est découpé et mis en place sur le plateau d'un microscope à balayage électronique. Cet instrument permet une véritable plongée au cœur du métal. Et les deux chercheurs Chris Ramsey et Scott Miller vont rapidement découvrir que l'acier qui leur a été soumis comporte de nombreuses inclusions de sulfure de manganèse. Ces sortes de bulles créent des zones de moindre résistance, permettant d'expliquer le caractère fragile, cassant de cet acier. Ce défaut se retrouve souvent dans les aciers produits au début du siècle. Il s'explique par les conditions de fabrication dans les aciéries de l'époque. Steels in that turn of the century were made in very small lots, maybe 70 tons, whereas today we make them in 400-ton batches. Quality control was a problem in those days. Certainly compared to today's steels, this is inferior. But for the steels at the time, it was probably about as good as they could do. L'acier utilisé comportait donc des impuretés chimiques. Mais le plus grave, ce que personne à l'époque ne pouvait imaginer, les conditions extrêmes auxquelles le Titanic a été soumis pouvaient aggraver l'effet de ces impuretés. Les enquêteurs pensent en effet que la température très basse des eaux de l'Atlantique Nord ont pu rendre l'acier encore plus cassant. Waters of April 14 to 15, 1912 are unusually cold for the Atlantic at that time of year. 28 degrees seawater is not the ordinary seawater you find in April. Pour vérifier ses soupçons, le professeur Liley décide de plonger un échantillon de l'acier du navire dans de l'eau à moins 2 degrés, puis de le soumettre à un choc violent. L'échantillon est alors envoyé à un autre laboratoire dans le Maryland cette fois. Un éminent minéralogiste, Timothy Focke, va se charger d'évaluer l'étendue des dégâts. Les tests effectués par Focke ne laissent subsister aucun doute possible. La température très basse de l'eau a bien fragilisé l'acier de la coque. The fracture surface shows 95% of the grains in the sample cracked. D'ailleurs, les lignes de fracture épousent le tracé de ces grains dans l'acier. More or less, when you take the steel down to a lower temperature, you're actually shattering something that's just full of holes.
Cette analyse vient donc confirmer les témoignages des naufragés sur les craquements qu'ils ont entendus. Mais reste à comprendre ce qui s'est passé après que le Titanic a commencé à s'enfoncer sous les eaux. La partie avant du navire se retrouvait au fond pratiquement indemne. Dans l'état où elle se trouve, on pourrait presque la croire capable de naviguer. Par contre, la partie arrière est dans un chaos indescriptible. Les ponts sont retournés, la coque déchiquetée. Qu'a-t-il pu arriver à cette partie du navire pendant qu'elle plongeait vers le fond? C'est ce que les deux architectes Livingstone et Garske espèrent parvenir à reconstituer à partir des maquettes en volume de l'épave. Selon eux, la partie avant, qui était déjà totalement inondée, a pu résister à la pression de l'eau énorme à cette profondeur. Il n'en était pas de même pour l'arrière qui, écrasé par la pression, s'est désintégré. Livingstone cherche également à comprendre comment la proue s'est retrouvée dans la position où elle est actuellement. On the starboard side, there is this big wave, almost a bow wave of silt, where the ship was pushing in, and there is, and the anchor is, the bottom of the anchor is just about on the silt. I see. Et maintenant, l'étude du flanc bâbord. La coque s'est pliée, mais elle n'a pas cédé et la tôle est en bon état. L'explication de Livingstone, c'est que le bateau en coulant s'est en même temps incliné sur le flanc. Le choc subi par la coque en atteignant le sol suffit à expliquer cette courbure du flanc bâbord. Et maintenant la partie arrière. Là, les choses se compliquent car le site tout autour est à proprement parler chaotique. Mais cela même peut aider à comprendre ce qui s'est passé. Livingstone et Garske sont convaincus que peu après que le bateau se casse en deux, la partie arrière qui était remplie d'air a dû supporter en coulant une terrible pression. Les ponts ont alors explosé comme des coquilles de noix. Pour les yeux avertis de Livingstone, la position des hélices explique clairement le trajet accompli par l'arrière du navire et les conditions dans lesquelles il a été précipité sur le fond. Bizarrement, les pales des hélices sont recourbées vers le haut, ce qui implique que toute cette partie du navire a touché le sol par la poupe. Le choc a été très violent, d'où l'état de cette moitié arrière de l'épave et le vaste champ de décombres qui l'entoure. Reste aujourd'hui à 4000 mètres de profondeur une sorte de cimetière marin. L'expédition a décidé d'en faire le relevé, une carte détaillée du site qui fait près de 3 km² au total. Pour cela, on va faire appel à Mathias et à sa technologie d'imagerie sous-marine. Well, the Titanic is a huge ship. It's bigger than anything we've ever imaged. It's one giant behemoth on the ocean floor. La descente vers le site est longue et Mathias a tout le temps de préparer son matériel. À une dizaine de mètres de l'épave, il commence à balayer la zone à visualiser, ce qu'en jargon professionnel on appelle tondre le gazon. What we're doing now is we're scanning across the seabed in the Nautil with a sonar looking out to 600 feet on either side, and we're building up a picture of the seabed. 7,
Sous les yeux de Mathias et de son assistant, la première carte détaillée du site commence à apparaître. Wow, look at that. Look at that. That's the bow. L'avant d'abord. That's a nice image. That's a really nice image. The broken end of the stern is right here. Et maintenant, toute la partie arrière. Okay, Steve, got the tip of the bow at 5'7". L'avantage du sonar, c'est qu'il fournit des indications extrêmement précises sur la position des objets, même enterrés. Les deux parties de la coque, bien sûr, mais aussi tous les objets, même modestes, qui se trouvent dans les zones inventoriées. À l'intérieur de ces deux cercles se trouvent la plupart des objets éjectés du navire pendant le naufrage et qui gisent maintenant dans la vase plus ou moins intacte. Grâce au Nautile, l'expédition a pu ramasser un certain nombre de ces objets pour les ramener à la surface. Ces pièces, le trésor du Titanic si l'on veut, ont abouti dans une petite ville de Bourgogne, Semur en Auxois. Là, un groupe d'artisans, des spécialistes de la restauration, ont entrepris de leur redonner vie. Celui-ci applique une couche de cire protectrice sur une des sirènes qui a sonné l'alarme au moment du naufrage. Stéphane Pennec est archéologue, et c'est lui qui supervise tout ce travail de restauration. Ici, un ébéniste, Thierry Palanque, a entrepris de reconstituer le socle en bois d'un compas. I think humans couldn't live without having their own roots and culture. It's probably the main difference between animals and human people. L'approche de ces artisans est volontairement minimaliste. Ils pensent que ces objets sont beaucoup plus parlants s'ils conservent la trace des traumatismes qu'ils ont subis. Cette statuette en céramique a beaucoup souffert de son exposition prolongée à l'eau de mer. Traitement chimique et séchage vont permettre de stabiliser ces craquelures. Dans les mains de Marielle Bouchara, ce modeste souvenir d'origine hollandaise acquiert une beauté nostalgique et poignante. Et ça, c'est une valise qui a passé 85 ans au fond de l'océan. Martine Plantec va déplier avec beaucoup de précaution les vêtements qu'elle contient.
il faut longuement laver tous les objets pour les débarrasser de la vase et des oxydes qui les ont altérés. The unpacking action is one of the strongest feeling of the conservation process. When you arrive from a trip, you unpack your stuff. And in fact, we just switch. The guy can't unpack now. And we have the next one. De tous les objets qui ont été récupérés et qui sont remis en état ici, les plus surprenants sans doute sont ces documents sur papier. I think it's unbelievable. If you had to bet about that, no one will bet about having paper being able to be recovered. Et pourtant les voilà devant nos yeux. Partitions de musique, billets de banque, cartes à jouer, journaux intimes, lettres qui ont survécu toutes ces années dans l'eau de mer, protégées par des portefeuilles ou des valises en cuir. C'est plus de 5000 pièces qui ont ainsi été récupérées en provenance du Titanic. Certaines peuvent être vues dans des expositions à travers le monde. Elle ne pourra être préservée. Elle est appelée à disparaître, à se dissoudre dans l'océan. Roy Cullimore est de retour sur le site du naufrage pour relever ses pièges. À l'intérieur de ces petites boîtes, il va peut-être trouver les responsables de ce qui sera la deuxième fin du Titanic. And maybe we're approaching the time when the Titanic is going to become very fragile. And we need to know how fragile she is becoming. Ces stalactites de rouille sont extrêmement friables et elles doivent être collectées avec beaucoup de précaution. Comme un braconnier qui relève ses pièges, Cullimore a hâte de compulser ses bouts de pellicule. Les marques colorées qu'il aperçoit sont les traces laissées par les bactéries en dévorant la gélatine. It's a complicated living system, and it's not just one species. We've already isolated a number of community structures of bacteria from there. Les structures de rouille jouent le rôle de coquilles protectrices pour les bactéries, champignons et moisissures qui foisonnent en leur cœur. À l'aide d'injections, Cullimore essaie d'empêcher ces structures de se décomposer pour pouvoir étudier comment tous ces organismes fabriquent cette pellicule qui les protège.
L'observation au microscope de ces stalactites permet de découvrir tout un réseau très complexe de canaux, de protubérances et de cavités qui, déployés, représenteraient une énorme surface. The science of the rusticles is fascinating from the point of view that the rusticle has such a huge surface area. If I took 650 tons of rusticles on the bow of the Titanic, spread the surface area, it would cover 23,000 square miles of surface area. This is a new part of science that we're only just beginning to explore, the edge of yet another universe. Cullimore estime qu'en ce qui concerne la partie avant du navire, près de 20% de l'acier de la coque a déjà été dévoré. Mais pour lui, cela s'inscrit dans une inévitable évolution. Tout, absolument tout, doit un jour disparaître pour être recyclé. Le Titanic ne sera bientôt plus qu'un souvenir, mais un souvenir qui doit être gardé vivant. Comme restera vivant, grâce à ces quelques photographies, le drame vécu par les rescapés du naufrage. Lorsque le jour se lève, froid et gris, 705 personnes ont trouvé place dans les canots de sauvetage. Sur ce canot renversé, 28 hommes sont parvenus à s'agripper toute la nuit. Enfin, le paquebot Carpathia arrive sur les lieux du drame pour recueillir les rescapés. Le monde entier attend des nouvelles, mais les survivants sont en état de choc, hébétés et silencieux, incapables de parler de la tragédie. A lot of people lost their lives on the Titanic. And I don't think we should dwell on the tragedies so much as learn from the tragedies so that it doesn't happen again. Il y a peut-être un deuxième enseignement à tirer de cette histoire. La science peut aujourd'hui, en associant différentes disciplines, parvenir à percer les plus épais mystères.